Je suis à votre écoute, Majesté. Tu étais chargé d'exécuter l'ordre du roi après l'heure. Faute. Dis-moi clairement, as-tu accompli ce qui t'a été demandé? Avant de répondre, quelle était exactement cette faute? C'est une affaire qui concerne la famille royale. Dans ce cas, ce que vous me demandez relève aussi d'un secret. Un secret entre le roi et moi. Et il restera là où il doit être. Si vous le permettez, je dois me retirer. Amara, contrôle ton langage. Tu t'adresses à la reine Sona. Je ne l'oublie pas, Majesté. Excusez-moi. Sona resta figé. En plus de 20 ans de service, jamais Amara ne lui avait répondu ainsi. Les deux princes, installés sur leur chariot, prirent la route en direction du chef-lieu du royaume de Bowal. Après quelques kilomètres, ils aperçurent une femme avançant péniblement, un colis volumineux posé sur la tête. Sori, regarde cette femme. Tu vois le poids qu'elle porte, à son âge. Oui, c'est éprouvant à voir. Nous pourrions peut-être l'aider. Toujours au cœur de la vaste forêt, les deux princes marchaient dans l'obscurité, laissant derrière eux non seulement le palais, mais toute une vie. Le silence de la nuit les entourait. Seule la décision d'avancer les guidait. Où allons-nous maintenant, Sori? Nous devons nous éloigner le plus loin possible, non seulement de Saré-Kissal, mais aussi de tous les royaumes amis. Sortons donc de la forêt et suivons la route. Non, ce serait une grave erreur. Si nous croisons des gens, ils nous reconnaîtront. Ils seront curieux de nous voir torse nu. Et la rumeur peut remonter jusqu'au palais. Cela mettrait le doyen Amara en danger. Le roi saurait qu'il n'a pas accompli son devoir. Nous devons partir sans être reconnus et protéger celui qui nous a épargnés. N'oublie pas qu'il dira au roi qu'il nous a exécutés. Tu as raison. Alors, nous avons deux options. Continuer à travers la forêt, ce qui signifie escalader les montagnes escarpées et risquer nos vies, ou suivre le fleuve et prendre l'une des pirogues abandonnées au bord de l'eau. La pirogue est préférable. Les rives sont désertes la nuit. Et même si quelqu'un nous voit torse nu, cela ne paraîtra pas suspect. Personne ne reconnaîtra des princes ainsi, surtout pendant la nuit. Très bien. Naviguons de nuit. Le jour, nous nous cacherons dans la forêt, et entre-temps, nous chercherons à nous procurer des habits discrètement. Lorsque nous serons suffisamment éloignés et habillés, nous pourrons acheter une monture avec nos bourses. Mieux encore, achetons un seul cheval attelé à un chariot. Nous préserverons notre argent. Il nous faudra de quoi vivre jusqu'à trouver un travail. Oui, en suivant les caravanes, nous pourrons transporter des marchandises et gagner des sous supplémentaires. Ne perdons plus de temps. La nuit avance. Allons-y. Ainsi décidèrent-ils. Ils prirent la direction du fleuve.
Le lendemain matin, le roi Malik restait immobile sous le grand baobab. Le vent faisait frémir les feuilles au-dessus de sa tête. Son regard était perdu. Dans son esprit, les images d'autrefois se superposaient au présent. C'est dans cette circonstance que le conseiller trouva le roi. Il s'assit près de lui. Un moment passa, puis il parla doucement. Majesté, le royaume tient toujours debout, mais il ne tiendra pas si vous vous effondrez avec lui. Parfois, ce n'est pas le royaume qui vacille, c'est le cœur d'un homme. La douleur est grande, je le sais, mais vous avez agi selon ce que vous croyez juste. Ici même, sous ce baobab, il y a presque 20 ans, un chasseur m'a parlé. C'est que si vous prenez pour épouse cette troisième femme issue d'une famille modeste, des enfants naîtront sous votre toit. Et sachez-le bien, vous serez leur véritable géniteur. Cependant, je vois aussi des taches noires autour de ces enfants. Des taches noires? Peux-tu m'en dire davantage, chasseur? Votre Majesté, cela seulement, je ne sais pas. Je n'ai aucune connaissance de l'origine de cette zone d'ombre. Je suis bien un chasseur, mais je n'ose pas l'obscurité. Il m'a dit que j'aurais des fils, mais que qu'il aurait des taches autour d'eux, des ombres, sans pouvoir les comprendre. Et vous ne m'avez jamais parlé de cela. À personne. Je pensais que c'était une simple parole d'homme ou une épreuve sans importance. Aujourd'hui, je me demande si les taches étaient en eux ou autour d'eux. Majesté, et si les ombres ne venaient pas des princes? Long silence. Le roi ne répondit pas immédiatement. Aïssatou avait donné naissance à un garçon cette même nuit, où la sentence fut exécutée. L'accouchement n'avait pas été facile. Le bébé se portait bien, mais elle restait affaiblie. 5 jours plus tard, la servante Fatou obtint enfin la permission de sortir du palais et en profita pour aller lui rendre visite. Fatou, enfin, je vois quelqu'un du palais. Grande sœur Aïssatou, nous sommes comme des prisonnières au palais. Sinon, il y a longtemps que je serais venue vous voir. Félicitations. Et le bébé? Il est avec ma belle-mère. Il va bien. C'est moi qui ne me sens toujours pas bien. J'ai trop souffert ces dernières semaines. Je vous souhaite un prompt rétablissement. Je n'arrive pas à croire que les princes aient été pris tout ce temps sans venir me voir. Grande sœur, justement, à propos des princes, on ne les a pas vus depuis plusieurs jours. Ont-ils voyagé? Fatou, lui, expliqua alors le piège des reines, dont les princes avaient été victimes cette nuit-là. Donc le roi a cru à ses mensonges. Apparemment, oui. Et il est très furieux ces jours-ci. On ne sait pas s'il les a emprisonnés ou tués. Astaghfirullah, ne dis pas cela. Le palais est devenu très silencieux à leur sujet. Eh bien, ces reines ne changeront jamais. Si quelque chose arrive au prince, je serai aussi responsable. J'aurais dû, depuis longtemps, informer le roi de tout ce que je sais. Mais il est difficile pour un simple serviteur d'aller parler au roi de sa propre famille, surtout lorsqu'il ne reproche rien à personne. Cette fois-ci, c'est clair. Dès que je retrouverai ma santé pour sauver les princes, je viendrai sans hésiter dire tout ce que je sais. Le plus tôt sera le mieux, car, au vu des agissements des reines, leur objectif semble être d'éliminer les princes. Sois vigilante, n'oublie rien de ce que tu vois ou entends. Ensemble, nous témoignerons et apporterons des preuves devant le roi. Et surtout, sois prudente. Je ferai attention, grande sœur. Que Dieu vous redonne la santé le plus rapidement possible. Amin. Merci beaucoup.
6 mois s'étaient écoulés. Le palais vivait dans une tourmente silencieuse. Le roi Malik était au bord de la dépression. Il passait ses journées à ressasser ses pensées, à se détester, et parfois même à haïr les reines. Pourtant, lorsqu'il rencontrait les conseillers royaux, il s'efforçait de masquer son trouble. Aucun signe de faiblesse ne devait transparaître. De leur côté, les reines continuaient à faire d'étranges cauchemars. La nuit, une voix venait encore troubler leur sommeil. Elle ne leur disait rien. Elle ne les accusait pas. Elle se contentait de rire. Et ce rire les faisait douter. Douter même de la mort des princes. Face à cette inquiétude grandissante, Sona et Safiatou se retrouvèrent en secret. Sona, je n'arrive plus à fermer l'œil. Cette voix me tourmente chaque nuit. Je vis la même chose de Safiatou. Et l'état du roi ne nous rassure pas. Et si Amara ne les avait pas réellement éliminés? Je me pose la même question. Il est temps de l'interroger. Reste tranquille. Je vais voir Amara. Nous saurons toute la vérité. Sona ne tarda pas à faire appeler Amara afin d'y voir plus clair dans cette affaire. C'était la première fois qu'elle abordait le sujet avec lui depuis la disparition des princes. Amara, je t'ai fait appeler parce qu'un point me trouble. Je suis à votre écoute, Majesté. Il s'agit des princes. Tu étais chargé d'exécuter l'ordre du roi après leur faute. Dis-moi clairement, as-tu accompli ce qui t'a été demandé? Avant de répondre, permettez-moi une question, ma reine. Quelle était exactement cette faute? Certaines choses n'ont pas à être exposées. C'est une affaire qui concerne la famille royale. Dans ce cas, ce que vous me demandez relève aussi d'un secret. Un secret entre le roi et moi. Et il restera là où il doit être. Si vous le permettez, je dois me retirer. Amara, contrôle ton langage. Tu t'adresses à la reine Sona. Je ne l'oublie pas, Majesté. Mais je n'oublie pas non plus à qui je dois obéissance en premier. Excusez-moi. Sona resta figée. En plus de 20 ans de service, jamais Amara ne lui avait répondu ainsi. À voix basse, presque entre ses dents, « Très bien. Nous verrons qui tient réellement ce palais. » Dans le village isolé, Sékou venait d'achever une grande course de chevaux. Il n'avait pas remporté la compétition, mais il s'était classé à une place honorable. Sékou, je suis fier de toi. La compétition était intense et tu as tenu bon. Merci, papa. Votre soutien m'a beaucoup aidé. Tu vois, je te l'avais dit. Maintenant, plusieurs équipes t'ont remarqué. Le choix t'appartient. Oui, papa. La grande équipe près du chef-lieu m'a invité à participer à leurs entraînements la semaine dernière. Je dois y retourner cette semaine. Je crois que cela peut vraiment m'ouvrir des portes. Tu le mérites, sans aucun doute. Vas-y avec confiance. Merci beaucoup, papa. Les mois passèrent. Les deux princes traversèrent des paysages changeants et des territoires inconnus. Pirogues silencieuses à l'aube. Longues marches poussiéreuses. Caravanes de chameaux sous le soleil brûlant. Chevaux fatigués. Haltes brèves. Villages anonymes. Ils ne comptaient plus les escales. Parfois, il restait quelques jours. Parfois, une seule nuit. Progressivement, les noms familiers disparurent des conversations. Sahar et Kissal ne revenaient plus dans les récits des marchands. Les royaumes alliés n'étaient plus évoqués autour des feux. Un jour, ils arrivèrent dans un petit marché hebdomadaire, modeste mais animé. Par prudence, ils posèrent des questions détournées. Comment se rend-on à Sahar et Kissal? Où se trouve le royaume de Malik? Les réponses étaient toujours les mêmes. Des regards vides, des haussements d'épaules, des rires incrédules. Personne n'avait jamais entendu ces noms. Et cela était normal. À cette époque, les routes étaient longues, incertaines. Les peuples voyageaient peu. Au-delà de quelques centaines de kilomètres, les mondes s'ignoraient.
Seuls les caravaniers connaissaient des terres lointaines, et encore. Chacun restait dans son périmètre avant de passer le relais à d'autres. Les princes comprirent alors une chose essentielle. Ils étaient désormais dans un monde où leur passé n'existait plus. Et pour la première fois depuis la nuit de la sentence, le danger immédiat semblait s'éloigner. Et désormais, ils ont leur propre monture. Pendant ce temps, au palais, Sona entra dans la demeure de Safiatou. Alors, il a parlé? Il n'a rien avoué, mais il s'est permis de me répondre comme un égal. Il a donc oublié sa place. Il a franchi une limite, et il en paiera le prix. Il doit disparaître car il devient un danger pour nous. Oui, comme les princes. Mais quelle faute pourrait pousser le roi à donner un ordre immédiat, sans même juger ni enquêter? Vol des bourses des princes, puis tentative d'agression nocturne sur ma servante, arme à la main. Oui, le chef de la sécurité qui abuse de son pouvoir, le roi n'hésitera pas. Il verra une menace directe contre le palais et contre nous. Alors préparons la servante, et que cela soit fait rapidement. Un soir, dans le village isolé, maman Sira avançait lentement, 2 bébés dans ses bras. Elle se dirigeait vers la demeure d'Abdou, où la reine-mère était assise seule à la véranda. En l'apercevant, la reine-mère se leva brusquement. Elle reconnut maman Sira. Elle courut vers elle. Arrivées face à face, les 2 femmes s'arrêtèrent. Un long silence. Un regard chargé d'années et de non-dits. Maman Sira murmura « Oui, ce sont tes fils, prends-les. » La reine-mère prit les 2 bébés dans ses bras. Elle leva les yeux vers maman Sira. Maman Sira ajouta, la voix brisée, « Pardonne-moi pour tout le mal dont je me suis rendu coupable envers toi et ta famille. » La reine-mère ne prononça aucun mot. Elle inclina doucement la tête. Un pardon silencieux. Au moment où elle voulait se retourner pour rentrer dans la concession avec les bébés, maman Sira disparut. Tout s'effaça. La reine-mère se réveilla brusquement, le cœur battant. Elle comprit alors que ce n'était qu'un rêve. Mais à partir de cet instant, elle comprit que le temps était peut-être en train d'approcher. Très loin de là, au palais de Sarekissal, les 2 reines étaient assises de part et d'autre du roi, l'une à sa gauche, l'autre à sa droite. À côté de la reine Sona, Bintou, sa servante, se tenait assise, visiblement mal à l'aise sous le poids et la gravité du témoignage qu'on l'avait contrainte à livrer devant le roi. Après les accusations formulées et la confirmation hésitante de la jeune fille, un silence lourd envahit la salle. Le roi Malik demeura immobile. Ses traits se durcirent. Il parla d'une voix lente. « J'avais l'intention d'honorer Amara pour ses longues années de service au royaume. Mais après ce que vous venez de me rapporter, ma décision est arrêtée. Elle sera exécutée sans délai. Regagnez vos demeures. Veillez sur cette jeune fille. Pas un mot. Que cette affaire ne franchisse jamais ses murs. » Les reines inclinèrent la tête et se retirèrent. Bintou, elle, resta un instant figée, comme écrasée par l'ampleur de ce qu'elle venait d'enclencher. Sans le mesurer pleinement, Sona venait d'allumer l'étincelle du plus grand bouleversement que le palais ait jamais connu. Le roi fit convoquer son conseiller, et après l'avoir informé de la situation concernant Amara, il déclara « Je ne mets pas en doute la déclaration de cette jeune fille, soutenue par les reines. Cependant, l'accusation provient d'une servante. Amara doit être entendue avant qu'une décision définitive ne soit rendue. » Sage décision, Majesté. En attendant, Amara sera suspendu de ses fonctions. Il sera immédiatement désarmé, le temps de l'enquête. Le jeune Sidi assurera provisoirement la charge de commandement à sa place. Je vous confie l'exécution de ces mesures. Vos ordres seront appliqués sans délai, Majesté. Des mois de voyage avaient effacé leurs traces. Désormais, les 2 frères se tenaient au bord d'un petit marché hebdomadaire.
dans une terre où personne n'avait jamais entendu parler de Sahar et Kissal. Pour la première fois depuis leur départ, ils ne fuyaient plus. Ils cherchaient un point d'ancrage. Debout, sous un petit arbre, les étals commencent à se vider. Le soleil descend lentement. Juste avant d'emprunter la route vers le chef-lieu du royaume de Bowal, Shérif se tourna vers son frère. « Tu as entendu? On parle d'un endroit au chef-lieu, le domaine des chevaux. » Oui, course, dressage, commerce, c'est exactement ce qu'il nous faut. Si nous devons recommencer ailleurs, autant le faire là où nous avons une vraie valeur. Et personne ne s'étonnera de voir 2 cavaliers chercher leur place. Allons-y avant la nuit. Oui, c'est là que commence notre nouvelle route. Si nous parvenons à nous établir dans ce royaume de Bowal, le risque d'être reconnu est faible. Mais par prudence, si l'on nous demande d'où nous venons, disons que nous arrivons de Bomboli, le royaume où nous avons passé un mois. D'accord. Citons Bomboli comme notre terre d'origine. Mais inutile de changer nos noms. Bien sûr, conservons-les. En ce moment, dans la cour du palais, le jeune garde Sidi s'avance vers la résidence des reines, un lieu où, en temps normal, aucun garde n'ose se présenter sans convocation. La reine Sona sort à sa rencontre. « Votre Majesté, j'ai été provisoirement chargé de la sécurité du palais jusqu'à nouvel ordre. » Félicitations, jeune garde. Merci, ma reine. Et Amara? Il est, pour l'instant, empêché d'exercer ses fonctions. Empêché? A-t-il des ennuis? Ma reine, c'est tout ce qu'on m'a autorisé à savoir. Savez-vous où il se trouve? Non, Votre Majesté. Très bien. Je m'en informerai auprès du roi. C'est sans doute la meilleure démarche. Si un procès est envisagé, je dois agir avant qu'il ne soit trop tard. S'il parle, il peut nous entraîner dans sa chute. Je dois savoir où il est. Mais à qui confier cette tâche? Non, cela viendra après. L'essentiel, c'est de le localiser. Ensuite, je trouverai la solution. Je vais voir le roi. Oui, je dois agir. Sona se rendit alors au palais pour rencontrer le roi Malik. Elle voulait savoir ce qu'il était advenu d'Amara. Dans la salle privée, le roi la reçut sans émotion apparente. « Reine Sona, que puis-je faire pour toi? Mon roi, je souhaitais simplement m'enquérir du sort d'Amara. Il est désormais hors d'état de nuire. Ne t'en préoccupe plus. Regagne ta demeure. Je passerai la nuit chez toi aujourd'hui. » Sona inclina légèrement la tête et se retira. Elle n'avait pas obtenu toutes les réponses qu'elle espérait. Mais la promesse du roi de passer la nuit auprès d'elle ravivait son espoir. Peut-être, dans l'intimité, obtiendrait-elle enfin ce qu'elle voulait savoir. Le roi Malik aimait profondément ses reines. Il leur avait accordé pouvoir, liberté et une confiance presque aveugle. Sona en était pleinement consciente. Elle savait que si le roi venait à découvrir ne serait-ce qu'une infime manœuvre nuisible dont elle s'était rendue coupable, tout s'effondrerait. La confiance disparaîtrait et les conséquences seraient désastreuses. Les 2 princes, installés sur leur chariot, prirent la route en direction du chef-lieu du royaume de Bowal. Après quelques kilomètres, ils aperçurent une femme avançant péniblement, un colis volumineux posé sur la tête. « Sorry, regarde cette femme. Tu vois le poids qu'elle porte, à son âge. » Oui, c'est éprouvant à voir. Nous pourrions peut-être l'aider. « Bonsoir, grand-mère. Où vous rendez-vous? » Bonsoir, mes enfants. Je rentre chez moi, dans un petit village un peu plus loin. Votre village se trouve-t-il sur cette grande piste? Pas exactement. Mais je dois encore marcher quelques kilomètres sur cette route avant de bifurquer. Alors montez. Nous vous déposerons jusqu'à l'endroit où nos chemins se sépareront. Merci, mes enfants. Que Dieu vous bénisse. Ils l'aidèrent à installer son colis. Puis, elle prit place sur le chariot, près de Sori. Le cheval avançait paisiblement sur la grande piste. Le soleil déclinait à l'horizon,
teintant le ciel d'orange et de poussière dorée. Le jour n'était pas encore tombé, mais quelque chose s'achevait. Sans le savoir, les deux princes s'éloignaient définitivement de leur ancien monde et marchaient vers un destin encore invisible. À Saharé-Kissal, la rupture était consommée. Et ailleurs, le crépuscule annonçait déjà l'aube d'une autre histoire.